Nous voici à la 70e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, les échanges porteront sur la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH. Elle a été nommée en début de semaine par décret, une nomination qui n'a pas laissé indifférente une certaine opinion qui dit douter de la crédibilité des femmes et des hommes qui la composent. Pour elle, elle vient, tout comme sa précédente, couvrir les crimes que commet le pouvoir de Bujumbura. Cette nouvelle équipe arrive au moment également où la note de la commission a été dégradée par les Nations Unies et s'est retrouvée ainsi avec la note B. Arrivera-t-elle à relever le défi de redorer son image auprès de l'ONU et de la communauté internationale? Ses membres ont-ils été choisis pour leurs compétences ou pour leur fidélité au chef? Ce sont là certaines des questions auxquelles répondront nos invités. Pierre Claver Nyonguru, correspondant de la Voix d'Amérique. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Pierre Claver Nyonguru, quand vous avez entendu l'annonce de cette nouvelle équipe, quelle a été votre réaction? La première réaction est que c'est une commission nationale indépendante des droits de l'homme qui a du pain sur la planche. D'abord, je me souviens de la première équipe de cette commission CNIDH, la commission qui a été mise en place en 2011 et qui avait été dirigée par frère Emmanuel Nakarutimana, une commission qui a reçu des approbations de toutes parts, et une commission qui a osé faire son travail, même dans des conditions qui n'étaient pas faciles, une commission qui a dénoncé des violations des cas des droits des cas de violation des droits de l'homme, une commission qui a osé dénoncer une presse qui était muselée par le pouvoir, une commission qui a osé d'ailleurs contredire le ministre de la Sécurité publique en 2011, je crois, sur les meurtres et les assassinats dénommé s'affiche à Bujumbura contre les FNL, une commission qui a donné refuge à certains membres, à certains anciens combattants de ce mouvement FNL. Et je me souviens aussi de la deuxième équipe qui a été dirigée depuis 2015, je crois, oui, par Jean-Baptiste Balibonekeza, qui s'est démarqué, qui s'est montré à la défensive contre ceux qui critiquaient les violations des droits de l'homme au Burundi. Donc, depuis l'annonce de cette troisième équipe de la CNIDH, je me suis dit que c'est une commission qui vient à point nommé, mais également qui a du pain sur la planche. Révérien Bazikamwe, vous avez travaillé sur le sujet à la télévision Renaissance. Est-ce que les noms des membres qui composent cette équipe vous ont fait tiquer? D'abord, il faut se souvenir d'abord de la composition de la première équipe qui était dirigée par le frère Emmanuel Nakarutimana. Une équipe qui était faite par la plupart des membres qui étaient vraiment connus. Dans le domaine des droits de l'homme. Oui, oui. Donc, entre autres, Jean-Marie Vianney Kavumbagu qui était connu d'avoir dirigé des organisations de défense des droits de l'homme, entre autres la Ligue ITK, l'OAG. Parmi les plus importants. Ah oui, ah oui. Donc, Observatoire de l'action gouvernementale aussi, OAG. Et frère Emmanuel Nakarutimana, qui n'était pas du tout connu, mais quand même qui s'est démarqué par vraiment sa bravoure de mener à bon port vraiment la commission. La CNDH, de ce moment, vraiment a travaillé, donc, dans un premier temps, grâce à ces personnalités qui étaient déjà connues, d'être vraiment les militants des droits de l'homme, et d'autre part, par justement la haute personnalité du frère Emmanuel Nakarutimana. Bon, pour l'équipe est récemment mise en place pour diriger justement la CNDH. Là, vraiment, je crois qu'on ne connaissait pas beaucoup parmi eux, sauf Jacques Chimirimana, qui est connu pour la défense des droits des enfants. Là, peut-être pour Jacques, on peut espérer qu'il se retrouve
Et qu'il peut également aider les autres à se Ah retrouver. oui, ah oui. Mais pour les autres, je dirais que, à part de dire en fait des coulisses, qu'il s'agirait des membres du parti au pouvoir CNDD-FDD, et il y a un ou une même qui serait le trésorier de l'église du Rocher, de la première dame, donc la dame du président Pierre Nkurunziza. Là, alors, c'est là où ça commence justement à inquiéter les gens. Est-ce que ces gens qui ne sont pas connus dans le domaine de défense des droits de l'homme pourront-ils vraiment satisfaire à l'attente de la population? Aujourd'hui, le droit de l'homme au Burundi étant un sujet très sensible au Burundi, est-ce que vraiment la nouvelle équipe parviendra à satisfaire l'attente de la population? À y mettre la main sans se la brûler? Ah oui. Ça veut dire quoi? À part Jacques Nshimirimana qui est connu dans son domaine, bon, par exemple, lui, s'il ne parviendra pas à faire grand-chose, ça veut dire qu'il aurait fait sciemment, parce qu'il se retrouve dans le domaine. Mais à vous entendre, c'est comme si on devait avoir des diplômes pour ça. Non, pas des diplômes, mais quand même une expérience dans le domaine. Donc, imaginez si le président, donc, je ne le connais pas, personnellement, je ne le connais pas. Sixte, monsieur Sixte. Oui, et je sais que aussi mes amis, mes camarades qui s'inquiétaient aussi qui est cette personne, mais d'autres qui le verraient justement qu'il est membre du parti CNDD-FDD, et d'autres qui composent en fait cette commission. Alors aujourd'hui, si on a annoncé les noms de ces commissaires, il est difficile de croire vraiment qu'il parviendra à accomplir grand-chose dans ce domaine. Pourquoi cette référence au parti CNDD-FDD? Premièrement, je crois que c'est lié à la dominance à l'Assemblée nationale du parti CNDD-FDD. Et donc vous doutez de leur indépendance en raison de leur appartenance politique? Donc si l'Assemblée nationale est composée comme telle aujourd'hui, et que c'est l'Assemblée nationale qui a mis en place ces commissaires, et nous savons aussi l'étape qui a été franchie par la deuxième commission qui a été dirigée par Jean-Baptiste Baribonekeza et la commission qui a brillé vraiment par vraiment son comportement partisan par rapport au pouvoir, par rapport au parti CNDD-FDD. Et aujourd'hui, les gens aussi sont nommés de la même manière et qu'ils auraient aussi les mêmes idéaux par rapport à cette deuxième commission. Là, je dirais que il ne faut pas attendre grand-chose à ces gens. Donc il y a très peu d'espoir selon Révérien. Une nouvelle équipe au lendemain de la fermeture de l'Office des droits de l'homme des Nations Unies à Bujumbura. Est-ce que ce n'est pas un autre facteur qui jette le discrédit sur cette commission? Oui, c'est un autre facteur qui jette le discrédit sur la commission, mais c'est plutôt à cette commission de faire grand-chose, de bien travailler pour relever justement la commission du statut B au statut A. C'est plutôt une commission qui, je le disais tout à l'heure, qui a du peu sur la planche. C'est une commission qui trouve justement, qui est nommée à la veille de la fermeture du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. C'est une commission qui est mise en place alors qu'au Burundi, presque tous les acteurs tous les activistes de la société civile, presque tous les défenseurs des droits de l'homme sont en exil. C'est une équipe qui trouve une presse privée qui a été anéantie, et avec des médias qui ont été brûlés. C'est des journalistes en exil? Plus d'une centaine en exil. Donc c'est plutôt une commission qui doit s'armer de beaucoup de courage pour essayer de relever le statut, l'image de la commission des droits de l'homme indépendante. Vous ne parlez pas de l'approche des élections? Oui, l'approche des élections qui doit aussi annoncer, qui doit annoncer aussi des signes de violation des droits de l'homme. Récemment, j'ai lu un article qui a été publié par le HCR qui montrait que il y a des fuites, il y a des gens qui commencent à fuir le Burundi, il y a des gens qui s'inquiètent de leur sécurité, il y a des gens qui commencent à chercher asile dans la sous-région et d'ailleurs en Europe. Donc c'est une commission qui doit montrer plus d'efforts
pour essayer de relever l'image de cette commission qui doit être, je le dis, indépendante. Vous, visiblement, Révérien, ces efforts-là, vous n'y croyez pas du tout? Oui, donc je doute beaucoup parce que il est difficile de croire qu'une commission comme la CNDH, qui est mise sur pied par le Parlement, dans un pays où l'anarchie s'est déjà installée jusqu'à ce niveau où seuls les membres de la milice Imbonerakure Koulé ont le pouvoir d'arrêter qui ils veulent, de faire quoi que ce soit, et sans toutefois s'inquiéter de rien. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut constituer un tournant. Je doute. Vous pensez que ça peut, en fait, ça peut changer grâce à cette commission? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous pensez? C'est ce que c'est le qu'on souhaite. Non, d'abord, si j'ai commencé... Et certainement le vôtre aussi. Non, d'abord, si j'ai commencé de douter par la qualité de ces gens pour être à cette place, là, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Imaginez, pour la première commission qui a été composée et dirigée par Emmanuel Nakiritimana, là au moins, on avait espoir, grâce à ces personnalités qu'on connaissait déjà. Mais aujourd'hui, si on amène des militants du parti au pouvoir, c'est le DFTD, et le parti qui zèle aussi dans la violation des droits de l'homme, est-ce que vous pensez vraiment que ces gens viendront pour changer quoi? Dans la société, en fait, qui a tous ces problèmes de violation des droits de l'homme, et sous la supervision des institutions de l'État, et des hautes personnalités comme le président, comme le président de l'Assemblée, comme ces autorités militaires, ces autorités... Alors, qu'est-ce que vous voulez que la commission fasse? Vraiment, je n'ai pas d'espoir. Je vous jure, je n'ai pas d'espoir. On parlait tout à l'heure de la note B, dans laquelle se trouve aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi, la commission indépendante, on l'a définie comme ça. Que signifient exactement les notes A, la note B? Les statuts A et B qui sont attribués par le Conseil des Nations Unies à une commission nationale qui est mise en place dans un pays membre de l'ONU signifie que quand une commission est mise en place, elle est d'office sur le statut A. C'est-à-dire que le statut A montre qu'une commission doit être indépendante, ne doit pas subir des pressions de la part du gouvernement, de la part des organes ou des institutions du pays, et non plus ne doit pas subir des pressions de la part de la société civile ou de l'opposition, disons. Et le statut B signifie que quand on attribue le statut B à une commission nationale d'un pays quelconque, c'est-à-dire qu'on commence à douter de l'indépendance de cette commission. Et ce statut B a des conséquences néfastes sur la commission. Quand une commission est sous le statut B, c'est-à-dire qu'il est considéré comme dépendante, d'une part, soit du gouvernement, soit de l'opposition. Mais pour le cas du Burundi, c'est-à-dire qu'il a été démontré que la CNIDH est dépendante du pouvoir. Deuxième conséquence, c'est-à-dire que ce statut confère à une commission, c'est-à-dire qu'une commission ne doit plus avoir, n'a plus de parole sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'il est comme un épouvantail, il est comme un statut, donc qui est là, mais qui n'ont... Une coquille vide. Qui sont vides totalement. Et troisièmement, c'est-à-dire qu'il y a des financements ou des aides qui proviennent des institutions internationales de défense des droits de l'homme qui ne sont plus allouées à cette commission qui est sous le statut B. Visiblement, que ce soit le statut A ou le statut B, le pouvoir s'en fout, Révérien. Je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir s'en fout de ces statuts dont vous parlez, parce que si la commission sous Bali Bonekeza est tombée à ce stade, et le gouvernement doit reconnaître que c'est à cause de lui, parce que
si Badi Bonekeza a penché jusqu'à tomber en fait, dans cette fossée, ça veut dire que donc, l'État s'est réjoui par ailleurs. Parce que si le gouvernement a pu convaincre Badi Bonekeza pour récupérer toute la commission vers lui, ah oui, bravo au gouvernement. Donc, ça veut dire aujourd'hui, tu ne peux pas compter que le gouvernement s'inquiète de cette place parce que cela a été fait progressivement par l'État, progressivement jusqu'à arriver à ce niveau. Alors, bien sûr, le gouvernement veut que son image soit encore une fois redorée, mais c'est difficile aussi qu'il change son comportement de violence. Donc c'est ça le problème. Vous l'avez dit, la fermeture, elle vient d'avoir pratiquement lieu tout récemment. Quand on est sur le statut B, sur le statut B et qu'il y a cette fermeture, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de sortir de ce statut-là? Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à sortir de ce statut, mais c'est plutôt un travail qui se donne devant, qui est étalé devant cette nouvelle équipe de la CNIDH. C'est plutôt un travail qui est là. Donc, la nouvelle équipe devrait plutôt s'atteler à ce que à redonner l'image du pays, l'image de Burundi en matière des droits de l'homme, devrait plutôt renouer de bonnes relations avec le Haut Commissariat des droits de l'homme pour plaider aussi que son office soit réouvert. C'est plutôt un travail qui s'offre à cette commission et qui doit, c'est aussi un test à cette nouvelle équipe. Aujourd'hui, on est en train de parler de cette fermeture, mais il y a également les discours des autorités, notamment le fait de nier ce qui se trouve dans les différents rapports des Nations Unies sur les crimes qui sont commis par les services de l'État burundais. Est-ce que cette note ne risque pas justement d'en rester là en raison de ce contexte de discours de reni? En tout cas, le gouvernement aujourd'hui a intérêt suprême que la commission soit dans ses mains. Parce que s'il vient une commission indépendante, ça veut dire que la commission va enfoncer le gouvernement. Si la commission agirait comme en fait, si la commission prendrait le rôle du ministère public, donc se saisir à tout moment de violation des droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commission va dénoncer toutes les violations que les institutions de l'État font et ça va encore une fois enfoncer le gouvernement. Aujourd'hui alors, le gouvernement a intérêt de phagocyter justement cette commission afin de l'interdire de faire son travail, de montrer, de mettre au grand jour justement ces violations. Moi, je trouve plutôt que le gouvernement n'a pas intérêt plutôt à ce que cette commission soit indépendante, effectivement, pour que cette commission redonne l'image du pays sur la scène internationale. Aujourd'hui, la commission de l'ONU, la commission indépendante d'enquête de l'ONU qui a été mise en place par l'ONU il y a 2 ans, qui fait ses enquêtes au Burundi, mais qui n'a pas encore eu d'accès sur le sol burundais, c'est plutôt à cette commission, de redonner l'image du pays à la veille aussi de l'émission des mandats d'arrêt contre certains, entre guillemets, certains criminels selon la CPI. Je crois que le pouvoir du Burundi a intérêt plutôt à ce que cette commission soit indépendante pour que son image en matière de droits de l'homme soit redonnée encore une fois, puisqu'on entend d'ici et là des cris, des messages qui disent que le Burundi viole ses droits de l'homme. Donc, il faut que cette commission redonne l'image du pays. Quels sont les facteurs qui vous donnent autant d'espoir, Pierre Claver? Les facteurs qui me donnent autant d'espoir, c'est que d'abord, c'est la nouvelle équipe. C'est la nouvelle donne, c'est la nouvelle dose qui se donne sur la plateforme des droits de l'homme au Burundi. Deuxièmement, je ne vais pas critiquer des gens qui n'ont pas encore travaillé. Donc, il n'y a pas d'effet palpable qui montrait que cette commission ne va pas aboutir. Plutôt, je leur donne courage, je l'encourage plutôt. Et donc, a priori, il faut leur donner crédit. Crédit.
Oui. Oui. Ce qui n'est pas votre cas. Ce n'est pas le cas en tout cas. Chez vous, c'est noir, noir c'est noir. Non, non, ce n'est pas le cas chez moi parce que si le gouvernement a toujours le même comportement, le gouvernement n'acceptera jamais qu'il y ait une commission indépendante des droits de l'homme au Burundi. Jamais, dit grand jamais, si le gouvernement reste celui que nous connaissons aujourd'hui. Vous n'exagérez pas en restant ferme sur Non, non, cette je suis position-là? ferme. En tout cas, le contraire m'enchanterait. Pierre Claver, dans ces conditions, est-ce que cette commission est vraiment nécessaire? Elle est plus que nécessaire. Elle est plus que nécessaire, pourquoi? Parce que le tableau sur les droits de l'homme au Burundi est tout noir. Donc, cette commission est plus que nécessaire pour blanchir justement ce tableau, pour justement aller dans les prisons, plaider pour la libération de ces prisonniers qui ont purgé leur peine ou qui ont déjà bénéficié de la grâce présidentielle. C'est plutôt... Mais qui ne sortait pas malheureusement. Malheureusement, mais c'est un travail qui s'offre aussi à cette commission. Donc, cette commission est d'autant plus que nécessaire, d'autant plus qu'il y a d'autres rapports qui montrent qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a eu beaucoup de morts depuis 2015 au Burundi. Là, je cite l'ONU qui parle de plus de 1200 personnes qui ont été entre guillemets assassinées ou tuées, de plus de 8000 détenus, de plus de 350 1000 réfugiés burundais qui sont éparpillés dans la sous-région. Donc, cette commission est plus que nécessaire pour essayer de redonner l'image du pays sur les droits de l'homme, j'insiste. Est-ce que cette commission, est-ce qu'il faut l'effacer des tablettes ou est-elle nécessaire, Révérien? À vous entendre, c'est comme si, même si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de souci. Non, en tout cas, avoir une telle commission au Burundi, mais en fait, qui est là de nord, donc ça aide à rien. Est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire? En tout cas, si la commission ne fait rien aujourd'hui au Burundi et que la commission existe de nord, à mon avis, ça n'a pas raison d'être. Mais ce que je sais que si la commission parviendrait à travailler convenablement, c'est une commission très importante au Burundi. Qu'est-ce que vous appelez travailler convenablement? Travailler convenablement, ça veut dire se saisir à chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme. Et au Burundi, c'est difficile parce que le droit de l'homme est bafoué par les institutions de l'État. Alors c'est difficile, mais si une commission viendrait pour s'imposer et relever tous les cas de violation des droits de l'homme, ce serait une commission très importante au Burundi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, pour vous, il n'y a rien à faire? La CNDH, aujourd'hui, à mon avis, c'est quoi? Donc, c'est une maison qui est là. Il faudrait la réformer. Réformer comment aujourd'hui sous ce régime? Comment? Donc, si le pouvoir reste comme celui que nous connaissons aujourd'hui, donc la CNDH vraiment n'a pas la chance vraiment d'exister en tout cas. Au-delà du travail de la CNIDH, que pourrait faire le gouvernement pour redorer son image sur le plan des droits de l'homme? Bon, au-delà de cette commission que peut faire le gouvernement peut, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord il faut qu'il y ait un terrain qui favorise l'épanouissement des droits de l'homme au Burundi. Là, je parle du droit d'expression, là, je parle du droit de la liberté de réunion et de culte, là, je parle de la libération des prisonniers entre guillemets politique, je ne sais pas s'il y a ce crime politique au Burundi, mais là je parle de la libération des prisonniers qui ont déjà purgé les peines ou qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. C'est plutôt aussi, le gouvernement devrait aussi plaider pour la réouverture de l'office du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Le gouvernement devrait aussi travailler, nouer de bonnes relations avec l'ONU, avec toutes les instances de l'ONU qui s'occupent des droits de l'homme, avec aussi cette commission qui a été mise en place par l'ONU qui enquête sur les droits qui ont bafoué au Burundi. Est-ce que, Franck, oui, si Claver
Donc, annoncer tous ces points sur réforme, qui va réformer la société burundaise aujourd'hui. Donc, à qui vous demandez vraiment ces réformes? C'est moi qui pose la question. Là. Vous n'y croyez pas du tout. C'est parce que lui n'y croit pas du tout. Tout à l'heure, vous avez dit, frère Emmanuel Nakilutimana, il a été applaudi par tout le monde, à l'unanimité, il a été reconnu comme quelqu'un qui a effectivement bien travaillé. Quels pourraient être les conseils que vous donneriez à cette nouvelle commission, nouvelle équipe? Si ce n'est que de consulter peut-être Emmanuel Nakilutimana qui reste toujours là, là vraiment il pourrait les remonter les astuces qu'il a utilisées pour réussir. Parce que, bon, c'est vrai que à l'époque d'Emmanuel Nakilutimana, c'était pas aussi pire qu'aujourd'hui, mais quand même, il avait ces astuces qu'il avait fixées et qui l'a permis quand même de conduire à bon point sa commission et de réussir totalement. Aujourd'hui, si ces gens pourraient consulter des gens, il y en a encore des gens quand même soucieux encore de droits de l'homme au Burundi, mais ça m'étonnerait si, par exemple, le trésorier ou la trésorière de l'église du Rocher de Denise Nkurunziza prendrait cette initiative d'aller consulter Emmanuel Nakilutimana qui est accusé de travailler de mèche avec les opposants. Et là, je doute. Il a été accusé de travailler de mèche avec les opposants? Oui, Claver l'a déjà dit lorsqu'il sortait son dernier rapport sur le travail de sa commission. En fait, c'était un rapport qui montrait justement noir sur blanc ce qui se faisait au Burundi. Et je me souviens, comme lui, qu'il a été attaqué comme quoi. Et le rapport vise à montrer sa face de collaborer avec les opposants, surtout les anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Donc c'était ça. Alors, dire que la personne trésorière à l'église du Rocher qui ira consulter Emmanuel Nakilutimana, question mark. Merci, espérons que malgré tous les doutes que vous apportez, que vous exprimez, mais heureusement qu'il y a tout de même l'espoir de Pierre Claver pour balancer tout cela. C'est par ici que prend fin cette 70e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Révérien Badi Kamwe, rédacteur en chef à la télévision Renaissance, mais également à Pierre Claver Nyonguru, correspondant de la VOA. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.